Je suis Linda Morrison, 62 ans. Et hier, j'ai dit à ma fille des mots que je n'aurais jamais pensé prononcer. Les mêmes mots qu'elle m'avait dit il y a 2 ans, pile au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Je les ai dit dans son manoir de Pacific Heights, devant la vie que je l'ai aidé à construire. La vie qu'elle a racontée au monde avoir construite seule. Mais laissez-moi commencer par il y a 3 jours, quand mon téléphone a sonné un mardi matin. Le numéro sur mon écran m'a coupé le souffle. Sarah. 18 mois depuis son dernier SMS qui disait « On se parle bientôt » et puis plus rien. Pas d'appel d'anniversaire, pas de vacances, juste le silence. J'ai failli ne pas répondre. Mais les mères n'ont pas ce luxe. Nous espérons toujours que cette fois sera différente. Maman. Sa voix semblait petite. Je dois te parler de quelque chose. Je suis enceinte. Mon cœur s'est adouci pendant exactement 3 secondes. Puis elle a continué, c'est à haut risque, seulement 24 semaines, et les médecins sont inquiets. J'ai pensé que tu pourrais peut-être venir rester avec nous à San Francisco juste pour 6 mois jusqu'à ce que le bébé arrive. 6 mois, à 5000 km de distance. Elle n'a pas dit que je lui manquais, ne s'est pas excusée pour 18 mois de silence, n'a pas demandé comment je me débrouillais après tout ce qui s'était passé il y a 2 ans quand elle avait dit ces mêmes mots et m'avait laissé seule. Elle appelait parce qu'elle avait encore besoin de quelque chose. Maman, tu es là. J'ai regardé autour de mon petit appartement du nord-est de Philadelphie. 37 mètres carrés, meubles d'occasion, mais payés par mois après avoir vendu la maison et réglé les factures médicales en vendant mon alliance. La bague que Robert m'avait donnée il y a 40 ans avant l'accident qui m'a rendu veuve à 32 ans. Alors, tu viendras? Le bébé a besoin de toi. Le bébé a besoin de toi. Pas, j'ai besoin de toi. Pas, je suis désolé. Juste le bébé, le petit enfant dont j'ignorais l'existence il y a encore 2 minutes, déjà utilisé comme levier. J'ai fermé les yeux et pris une décision qui mûrissait depuis 2 ans. Oui, je viendrai à San Francisco. Le soulagement a inondé le téléphone. Merci, maman. Merci beaucoup. Je t'enverrai un SMS pour te dire quand prendre l'avion. Sarah, les jeux coupés. Je te ferai savoir quand je réserverai le vol. D'accord, maman. Merci. Vraiment. J'ai raccroché sans dire « je t'en prie ». Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. 780 $ d'économie. J'ai trouvé un vol pour 760 $, départ dans 4 jours. Je l'ai réservé. Puis je suis allé dans mon placard et j'ai sorti le dossier étiqueté « Vérité ». À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des SMS, des messages vocaux, 2 ans de preuves que j'avais rassemblées non pas pour les utiliser, mais pour me souvenir que je n'étais pas folle, que ça s'était vraiment passé comme je m'en souvenais. J'ai mis ce dossier dans mon bagage à main juste à côté de ma seule robe propre. J'ai 62 ans. J'ai élevé Sarah seule après la mort de son père. J'ai cumulé 2 emplois pour payer ses études universitaires, emprunté de l'argent que je rembourse encore. Je me suis tenu seul dans des salles d'attente d'hôpital et j'ai vendu mon alliance pour payer des factures qu'elle savait que j'avais. Mais je ne disparais plus. Sarah pense que je viens pour l'aider avec sa grossesse à haut risque. Elle pense que je suis la même mère qui disait toujours oui, qui se sacrifiait toujours, qui la faisait toujours passer en premier. Elle a tort. J'ai dit à Sarah que je viendrais. Elle semblait soulagée. Elle ne sait pas ce que j'apporte vraiment. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener 30 ans en arrière, à la nuit où tout a changé. Au moment où je suis devenue veuve et mère célibataire en 5 heures et où j'ai fait la promesse au visage endormi de Sarah que je lui donnerais tout, peu importe ce que je devrais abandonner. C'est là que cette histoire commence vraiment. Il y a 30 ans, quand la police a frappé à ma porte à 2 heures du matin, j'avais 8000 $ d'économie et une fille de 8 ans qui allait perdre son père. Robert rentrait chez lui après un double quart de travail. Un camion a grillé un feu rouge sur la route 1. L'officier n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé. Je me souviens avoir pensé que, désolé, ne payait pas les factures, n'élevait pas les enfants et n'expliquait pas à une élève de CE1 pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. J'avais 32 ans. Sarah en avait 8. Les 8000 $ ont duré 6 mois. Je suis retourné travailler comme infirmière 3 semaines après les funérailles.
Quand la santé de ma mère a commencé à décliner et que je ne pouvais pas payer la garde d'enfants, j'ai ajouté des quarts de travail le week-end, servi des tables, 2 emplois, 20 ans. Les gens demandaient pourquoi je ne me remariais pas. Je suis allé à un rendez-vous arrangé et j'ai réalisé à mi-chemin que Sarah avait un projet scientifique à rendre le lundi. Je n'y suis plus jamais retourné. Sarah avait plus besoin de stabilité que je n'avais besoin de romance. Les années ont passé vite. Collège, lycée, tableau d'honneur, équipe de débat. Les professeurs disaient qu'elle pouvait entrer dans n'importe quelle école du pays. Elle voulait Stanford. La nuit où sa lettre d'admission est arrivée, j'ai regardé le dossier d'aide financière. Même avec les bourses et le travail-études, le coût restant était de 37 000 $ par an. J'ai signé des papiers pour des prêts par an plus, 150 000 $ de dette. J'avais 44 ans. 2 ans plus tard, j'ai vendu la maison. J'ai dit à Sarah qu'elle était trop grande pour une seule personne. Je ne lui ai pas parlé des paiements mensuels de près de 600 $ ou des quarts de travail supplémentaires. Elle n'a pas demandé. Sarah a obtenu son diplôme summa cum laude avec un diplôme en informatique et une offre d'emploi à San Francisco, 65 000 $ par an. 3 mois plus tard, elle a appelé. Maman, je veux aider avec les prêts. Elle m'a envoyé 10 000 $. J'ai pleuré quand j'ai vu le virement. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Elle était tombée, hanche cassée, chirurgie, puis rééducation. Medicare couvrait la majeure partie, mais l'écart était de 12 000 $. J'ai utilisé les 10 000 $ de Sarah et 2 000 $ de mes économies pour payer les factures de ma mère. Quand Sarah a appelé pour prendre des nouvelles, j'ai menti. Chérie, la chose la plus incroyable est arrivée. Ta grand-tante Eleanor est décédée le mois dernier, et elle m'a laissé un petit héritage. Pas grand-chose, mais assez pour rembourser le reste des prêts. Maman, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse pour toi. Moi aussi, ma chérie. Tu n'as plus à t'inquiéter pour ça. Le soulagement dans sa voix a été immédiat. Elle a arrêté de poser des questions sur les prêts. Elle croyait qu'ils avaient disparu. Ce n'était pas le cas. J'ai continué à payer 600 $ par mois pendant 16 ans de plus. Je me disais que le mensonge était pour elle. Qu'elle méritait de commencer sa carrière sans culpabilité. Que savoir pour les factures médicales de sa grand-mère ne ferait que l'accabler. Mais la vérité était plus simple. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais échoué. Que même avec son aide, je n'arrivais toujours pas à m'en sortir. Que 30 ans de sacrifice me laissaient toujours la tête sous l'eau. Sa carrière a décollé. Elle a déménagé en Californie, a promis un appel chaque semaine. Les appels sont venus au début, puis moins, seulement les jours fériés. Quelque part entre son succès et mon silence, je suis devenu invisible. Au moment où j'ai eu 59 ans, mes genoux étaient devenus si mauvais que je ne pouvais pas terminer un quart de 12 heures. La douleur était constante. Mon superviseur l'a remarqué. L'hôpital a proposé une retraite anticipée avec une pension réduite. Je l'ai prise. Je le devais. La retraite anticipée signifiait perdre l'assurance maladie de mon employeur, le plan PPO qui avait tout couvert pendant 38 ans, disparu. Je suis passé à Medicare avec un plan complémentaire, mais la couverture avait des lacunes, de grosses lacunes. Quand le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est tombé 1 an plus tard, les médicaments à eux seuls coûtaient plus de 1 000 $ par mois. Des produits biologiques que Medicare ne couvrait que partiellement. J'ai vu mes économies s'épuiser mois après mois, payant pour des médicaments qui me permettaient de rester assez mobile pour vivre de manière indépendante. Au moment où j'ai eu 60 ans, je faisais toujours ces paiements de près de 600 $, je payais toujours les médicaments de ma poche, je portais toujours la dette que Sarah pensait finie. Elle pensait que les prêts étaient remboursés. Elle ne savait pas que je portais toujours ce fardeau, que je me sacrifiais toujours pendant qu'elle construisait son empire, self-made. Il y a 2 ans, j'étais assise dans le bureau du docteur Patterson et j'ai entendu les mots qui ont tout changé. Polyarthrite rhumatoïde, a-t-il dit en montrant les radiographies sur son écran d'ordinateur. Sévère. Votre genou droit en particulier. Voyez ici, le cartilage a presque disparu. L'articulation se détériore plus vite que je ne le voudrais. J'avais 60 ans. J'avais pris ma retraite d'infirmière 1 an plus tôt, pas par choix. Mes genoux ne pouvaient plus supporter des quarts de 12 heures.
La douleur était devenue si forte que j'avais commencé à m'asseoir entre les patients, chose que je n'avais jamais faite en 38 ans. La retraite anticipée signifiait perdre l'assurance maladie de mon employeur, le PPO qui avait tout couvert. Je suis passé à Medicare avec un plan complémentaire, mais la couverture avait des lacunes, de grosses lacunes. Les médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde coûtaient à eux seuls plus de 1000 $ par mois. Des produits biologiques que Medicare ne couvrait que partiellement. Pendant un an, j'avais vu mes économies s'épuiser mois après mois. 50 $ ici, 200 $ là, payant pour des médicaments qui empêchaient mes mains de se recroqueviller en griffes inutiles, qui me permettaient de tenir une tasse de café ou de tourner une poignée de porte. Le docteur Patterson a croisé les mains sur son bureau. Nous devons faire un remplacement du genou. Sans cela, vous perdrez votre mobilité d'ici 1 an. Combien? La chirurgie coûte environ 45 000 $. Medicare devrait en couvrir une partie importante, mais vous devrez payer environ 18 000 $ de votre poche. Frais d'hôpital, anesthésie, physiothérapie. 18 000 $. J'avais 12 000 $ d'économie, ce qu'il restait après une année de frais de médicaments. Je devais encore 32 000 $ sur les prêts étudiants avec un paiement de 600 $ dû dans 2 semaines. Sarah pensait que ces prêts étaient remboursés il y a des années. Elle ne savait pas que j'avais utilisé ces 10 000 $ pour payer les factures médicales de sa grand-mère. Elle ne savait pas que je faisais ces paiements chaque mois depuis 16 ans. J'aurais besoin d'un peu de temps, ai-je dit. L'expression du docteur Patterson s'est adoucie. Madame Morrison, je comprends que les coups sont difficiles, mais nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai appelé Sarah. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Maman, je suis en plein milieu de quelque chose. Je peux te rappeler. C'est important, Sarah. Une pause. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé chez le médecin aujourd'hui. J'ai de la polyarthrite rhumatoïde. Sévère. J'ai besoin d'une opération de remplacement du genou. Oh, ça a l'air sérieux. Tu vas bien? J'irai bien après l'opération, mais Sarah, ça coûte 45 000 $. L'assurance couvre la majeure partie, mais j'ai encore besoin de 18 000 $. Je me demandais si tu pouvais m'aider. Juste avec une partie, je pourrais te rembourser. La ligne est devenue silencieuse. Maman, Elle a expiré. C'est vraiment un mauvais timing. Nous sommes au milieu de notre cycle de financement de série B, 50 millions de $ sont en jeu. J'ai des investisseurs qui arrivent demain et je présente au conseil jeudi. Je comprends que tu es occupé. Je ne demanderai pas si ce n'était pas. Je ne peux pas gérer ça maintenant. 7 mots. Je les ai comptés plus tard, assise seule dans ma cuisine avec mon téléphone toujours à la main. Je te rappellerai quand les choses se calmeront. D'accord? Je suis désolé, maman. Je dois vraiment y aller. La ligne a été coupée. Sarah n'a pas rappelé ce jour-là, ni cette semaine-là, ni la semaine suivante. J'ai attendu 3 semaines avant d'essayer à nouveau. Messagerie vocale. Elle a répondu par SMS 2 jours plus tard. Désolé, c'est la folie. J'appellerai bientôt. Elle ne l'a pas fait. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Pas tout d'un coup, mais lentement, comme quelque chose qui devient net. La fille que j'avais élevée, la fille pour qui j'avais tout donné, n'était plus la femme à l'autre bout du fil. J'avais élevé une étrangère. 38 ans debout pour qu'elle n'ait pas à lutter. 16 ans à rembourser encore les prêts qu'elle croyait finis. Une année de médicaments, à manger mes économies de retraite, à demander de l'aide pour la première fois de ma vie, 18 000 $, alors qu'elle concluait un accord de 50 millions de $, et elle ne pouvait pas gérer ça. Mon paiement de prêt pour ses études était dû dans 12 jours. Mon opération était prévue dans 3 semaines. Sarah était déjà passée à sa réunion du conseil. C'est le moment où j'ai compris ce que j'étais devenu pour ma fille. Pas sa mère, juste quelqu'un qu'elle ne pouvait pas gérer pour le moment. L'opération a eu lieu un mardi d'avril. J'ai conduit moi-même jusqu'à l'hôpital. Je l'avais programmé 3 semaines après cet appel téléphonique avec Sarah. 3 semaines à espérer qu'elle rappellerait, qu'elle dirait qu'elle était désolée. 3 semaines de silence. À 6h45 ce matin-là, assise dans le parking de l'hôpital, je lui ai envoyé un SMS.
Je me fais opérer aujourd'hui à 7 heures. J'ai peur. Le message est apparu comme distribué. Je l'ai fixé pendant 2 minutes, attendant une réponse. Rien n'est venu. J'ai mis le téléphone dans mon sac à main et je suis entré. La salle d'attente préopératoire était bondée. Je me suis enregistré au bureau et j'ai trouvé la chaise numéro 7 près de la fenêtre. Autour de moi, chaque autre patient avait quelqu'un avec lui. La femme à ma gauche avait son mari, leurs mains liées sur la coudoir. En face de moi, une jeune femme était assise entre sa mère et sa sœur, toutes les trois parlant à voix basse. Un homme plus âgé près de la porte avait sa femme qui n'arrêtait pas de lisser son col et de toucher son bras. Je me suis assise seule avec mon presse-papier et j'ai rempli les documents. L'horloge au mur faisait tic-tac bruyamment. Mon genou battait. J'ai gardé mon sac à main sur mes genoux, téléphone à l'intérieur juste au cas où Sarah répondrait. Elle ne l'a pas fait. L'infirmière a appelé mon nom à 7h15. Elle était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux gentils et une queue de cheval. « Quelqu'un vous attend dehors » a-t-elle demandé en vérifiant mes signes vitaux. « Non » ai-je dit. « Juste moi aujourd'hui. » Son expression a changé, s'est adoucie. Elle m'a fait un sourire, le genre professionnel que les infirmières apprennent quand elles se sentent désolées pour vous mais ne peuvent pas le dire à voix haute. Je connaissais ce sourire. Je l'avais donné à des patients pendant 38 ans. L'opération a duré 3 heures. Quand je me suis réveillé en salle de réveil, groggy et désorienté, une infirmière m'a dit que tout s'était bien passé. J'ai demandé si quelqu'un avait appelé. Elle a vérifié. Personne ne l'avait fait. À 14 heures, j'ai eu le feu vert pour rentrer chez moi. Une infirmière différente m'a expliqué les instructions post-opératoires et m'a remis des ordonnances. Elle a demandé qui venait me chercher. Ma voisine, ai-je dit. Madame Thompson est arrivée à 14h30. Elle avait 58 ans, récemment retraitée de l'enseignement primaire, vivait à 3 portes de chez moi. Nous nous étions empruntés du sucre au fil des ans, échangé des colis quand l'une de nous n'était pas à la maison, dit bonjour sur le trottoir. Mais nous ne nous étions jamais assises pour un café, n'avions jamais eu de vraie conversation au-delà de la météo et de l'entretien du jardin. Quand j'avais frappé à sa porte la veille au soir et demandé si elle pouvait me ramener de l'opération, elle avait dit oui avant même que j'aie fini de demander. Maintenant, elle me conduisait à sa voiture avec une main sur mon coude, se déplaçant lentement, surveillant mon visage. Pas de famille qui vient, a-t-elle demandé en m'aidant à monter sur le siège passager. Ma fille vit en Californie, ai-je dit. Elle est très occupée par le travail. La bouche de Madame Thompson s'est serrée. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Le trajet jusqu'à la maison a pris 12 minutes. Elle m'a aidé à sortir de la voiture, puis à monter les 3 étages d'escalier jusqu'à mon appartement, une marche à la fois, faisant une pause à chaque palier pour que je puisse reprendre mon souffle. Elle a déverrouillé ma porte avec la clé que je lui avais donnée ce matin-là, m'a guidé à travers le salon jusqu'à ma chambre et m'a aidé à m'asseoir au bord du lit. Restez là, a-t-elle dit, et est allée à la cuisine. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec un bol de soupe et un verre d'eau. Elle avait trouvé mes ordonnances dans mon sac à main et les avait disposées sur la table de nuit avec un horaire manuscrit indiquant quand prendre chaque pilule. J'ai fait ça hier, a-t-elle dit en hochant la tête vers la soupe. Je me suis dit que vous en auriez peut-être besoin. Je passerai vous voir demain matin. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit ce soir. Je suis sérieuse. Après son départ, je me suis allongé contre les oreillers et j'ai attrapé mon téléphone. Un message de Sarah envoyé à 14h47, plus de 8 heures après que je lui ai envoyé un SMS disant que j'avais peur. Tu vas y arriver. 3 mots. Pas d'excuse pour le retard de 8 heures. Pas de question pour savoir si j'allais bien, si l'opération s'était bien passée, si j'étais rentré saine et sauve. Pas d'offre d'appeler et de prendre de mes nouvelles. Juste 3 mots et un point d'exclamation. Madame Thompson, une femme que je connaissais à peine au-delà du sucre emprunté et des salutations sur le trottoir, m'avait récupéré à l'hôpital, m'avait aidé à monter 3 étages, m'avait apporté de la soupe maison qu'elle avait faite la veille, sachant que j'en aurais besoin. Avait organisé mes médicaments de sa propre main et avait promis de passer me voir le matin. Ma fille avait envoyé 3 mots avec 8 heures de retard. Je me suis endormi en fixant mon téléphone, attendant un autre message qui n'est jamais venu. L'infirmière m'avait mise en garde contre les analgésiques.
Il pourrait vous donner des vertiges, avait-elle dit. Soyez prudente quand vous vous levez. Utilisez votre déambulateur à chaque fois. J'ai promis que je le ferais. Une semaine après l'opération, je pensais que le pire était derrière moi. J'avais tort. L'opération s'était bien passée. Les médecins étaient satisfaits de mes progrès. J'avais été renvoyé chez moi avec un déambulateur, des analgésiques et un épais paquet d'instructions. Je suivais tout à la lettre. Des poches de glace toutes les 4 heures. Des exercices pour les jambes 3 fois par jour. Physiothérapie prévue pour la semaine suivante. Mais les analgésiques me donnaient des vertiges. Le flacon avertissait, peut causer somnolence et vertige. Ne pas utiliser de machine. Soyez prudent en vous levant ou en marchant. J'étais prudente. J'attendais toujours quelques minutes après m'être assise avant d'essayer de me lever. J'utilisais le déambulateur à chaque fois que je bougeais. Mais à 2 heures du matin le 8e jour, je me suis réveillé avec une envie pressante d'aller aux toilettes. J'ai pris mon temps, je me suis assise lentement, j'ai attendu que les vertiges passent. J'ai tendu la main vers le déambulateur à côté du lit, j'ai saisi les poignées, je me suis levé prudemment. La pièce a basculé. J'ai cligné des yeux, essayé de me stabiliser. Le déambulateur était solide sous mes mains, mais ma tête avait l'impression de flotter quelque part au-dessus de mon corps. Juste quelques pas, ai-je pensé. Tu peux le faire. J'ai fait un pas, puis un autre. Puis le sol a semblé se dérober sous moi. J'ai essayé de m'accrocher au déambulateur, mais mes mains ont glissé. Mon genou, celui qui venait d'être ouvert et reconstruit, n'a pas pu supporter mon poids. Je suis tombé lourdement. Mon poignet droit a pris l'impact. J'ai entendu le craquement avant de ressentir la douleur. Je suis resté là, sur le sol, haletante. Mon poignet était plié à un angle qui n'était pas normal. Mon genou hurlait. Le déambulateur avait cliqueté hors de portée. J'ai essayé de me lever. Je ne pouvais pas. J'ai tendu la main vers mon téléphone sur la table de nuit. C'était trop loin. Alors, j'ai appelé à l'aide de la seule façon que je pouvais. J'ai appelé Sarah. Le téléphone a sonné, sonné et sonné. Pas de réponse. J'ai réessayé. Pas de réponse. J'ai essayé une 3e fois, une 4e, une 5e. Au 5e appel, je pleurais. Pas de douleur, bien que la douleur fût insupportable, mais de la réalisation que ma fille n'allait pas répondre. À 2h30 du matin, j'ai abandonné et j'ai appelé le 911. Les ambulanciers ont été gentils. Ils m'ont aidé à monter sur une civière, ont immobilisé mon poignet, ont demandé si j'avais quelqu'un qui pouvait me rejoindre à l'hôpital. J'ai dit non. Ils ont demandé si je voulais qu'ils appellent quelqu'un. J'ai dit non. Madame Thompson, ma voisine, la femme à qui j'avais emprunté de l'argent, a entendu le tumulte d'une manière ou d'une autre et a frappé à la porte alors qu'il me chargeait dans l'ambulance. Linda, que s'est-il passé? Je suis tombée. Je viens avec toi. Elle est montée dans l'ambulance. Elle est restée avec moi aux urgences pendant 6 heures pendant qu'il radiographiait mon poignet, réduisait la fracture, mettait un plâtre. Elle a tenu mon sac à main. Elle a appelé ma pharmacie. Elle m'a ramené chez moi à 8 heures du matin. Sarah a envoyé un SMS à 10 heures. Je viens de voir tes messages. Est-ce que tout va bien? J'ai fixé le texto. 5 appels manqués. 8 heures plus tard. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, les factures ont commencé à arriver. La visite aux urgences, $4700. Les radios du poignet et le plâtre, $1200. La physiothérapie pour le genou et le poignet, 8 séances à $225 chacune. De nouvelles ordonnances, des analgésiques différents qui ne me donneraient pas autant de vertige, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, $800. La facture de l'opération, que je remboursais déjà, $23 000. Total, $30 700. J'avais $25 000 d'économie. Tout ce que j'avais réussi à conserver après l'opération, après la retraite anticipée, après des années de médicaments rongeant mon pécule. Il me manquait $5700. J'ai décidé de demander $6000 à Sarah, assez pour couvrir l'écart et laisser un petit coussin. Sûrement qu'elle pouvait se le permettre.
J'ai envoyé le message un mercredi matin. Puis j'ai attendu. Le vendredi, il n'y avait pas de réponse. Le samedi soir, 3 jours après ma demande, mon téléphone a vibré. Le nom de Sarah est apparu à l'écran. Maman, je suis tellement désolé. Je viens de voir ça. C'est la folie ici. J'ai fixé le message. 3 jours pour répondre à ta mère demandant de l'aide pour des factures médicales. Un autre message est arrivé. J'aimerais pouvoir t'aider, mais tous mes comptes sont gelés en ce moment pour la souscription de l'hypothèque. Nous concluons l'achat de la maison dans 2 semaines, et la banque surveille chaque transaction. Si je déplace de l'argent, même une petite somme, cela pourrait signaler le compte et retarder ou même tuer notre approbation de prêt. Notre agent hypothécaire a été très clair. Ne touchez à rien avant la clôture. Je suis vraiment désolé, maman. Peux-tu élaborer un plan de paiement avec l'hôpital? Je l'ai lu 2 fois. Compte gelé, souscription d'hypothèque, approbation de prêt. Elle achetait une maison si chère que déplacer $6 000 pourrait signaler le compte. J'ai pensé au dossier sur mon téléphone, aux captures d'écran, aux textos de chirurgie qu'elle avait ignorés pendant 8 heures, aux 5 appels auxquels elle n'avait jamais répondu. J'ai pensé au visage de Madame Thompson quand elle m'avait tendu ce chèque. J'ai répondu par SMS, c'est bon. Je comprends. Je vais trouver une solution. Le service de facturation de l'hôpital était gentil mais ferme. Total dû, $30 700. J'avais $25 000 d'économie. Cela laissait un écart de $5 700. J'ai demandé si je pouvais payer en plusieurs fois. Ils ont dit oui, mais je devais d'abord verser un acompte. $3 000. Ensuite, je pourrais payer le reste sur 18 mois à $150 par mois. Je n'avais pas $3 000. J'ai regardé mon compte en banque. $25 000. Si je payais à l'hôpital tout ce que j'avais, je n'aurais plus rien. Pas de fonds d'urgence, pas de coussin, rien. Je ne pouvais pas le faire. J'ai pensé à appeler Sarah à nouveau, demander $3 000 au lieu de 6, expliquer que c'était juste pour la compte, mais je savais déjà ce qu'elle dirait. Les comptes sont gelés, maman. Madame Thompson a appelé le lendemain matin. Elle avait entendu d'un ami commun que j'étais en difficulté. Linda, j'ai quelques économies, a-t-elle dit. Je peux te prêter $2300. Pas d'intérêt. Rembourse-moi quand tu pourras. J'ai pleuré au téléphone. $2300. J'avais besoin de $3000. Il me manquait $700. $700 se dressaient entre moi et un plan de paiement. $700 était la différence entre une dette gérable et une catastrophe financière. J'ai ouvert ma boîte à bijoux ce soir-là. L'alliance de Robert était enfouie dans mon tiroir depuis 2 ans. J'avais pensé à la vendre auparavant, pendant les pires mois après sa mort, mais je n'avais pas pu me résoudre à le faire. C'était tout ce qu'il me restait de lui. Mais maintenant, j'avais besoin de $700, la dernière pièce, le dernier morceau pour faire la compte et activer le plan de paiement. Sans cela, l'hôpital enverrait mon compte au recouvrement. Sans cela, je perdrais tout. Le prêteur sur gage m'a offert $700. Elle a 30 ans, a dit l'homme. Le prix de l'or est bas. C'est le mieux que je puisse faire. $700. Exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai pris. 2 jours plus tard, je suis entré au bureau de facturation de l'hôpital avec $3000 en espèces, $700 de mon alliance, $2300 de ma voisine. La pièce finale. J'ai signé le plan de paiement. $150 par mois pendant 18 mois. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé le message de Sarah. Tous mes comptes sont gelés en ce moment pour la souscription de l'hypothèque. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai enregistré dans le dossier étiqueté « Vérité ». Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai fixé la boîte à bagues vide sur ma table de nuit. 30 ans de mariage vendus pour $700. Pas pour payer la facture entière, juste pour atteindre le minimum, juste pour débloquer le plan de paiement, juste pour survivre. Ma fille achetait une maison de $3,2 millions. Et j'ai vendu l'alliance de mon mari pour les derniers $700 dont j'avais besoin pour éviter le recouvrement parce que ses comptes étaient gelés. Mon 60e anniversaire est tombé un samedi d'août. Je me suis réveillé en espérant un appel téléphonique.
Cela faisait 2 semaines que j'avais envoyé ce texto demandant 6 000 $. 2 semaines depuis le message de Sarah sur les actifs illiquides et les investissements en actions. 2 semaines que j'avais vendu mon alliance et emprunté de l'argent à Madame Thompson. Je n'avais pas eu de nouvelles de Sarah depuis. Mais c'était mon anniversaire, 60 ans. Sûrement qu'elle s'en souviendrait. J'ai vérifié mon téléphone à 7 heures. Rien. J'ai fait du café et je me suis assise avec mon téléphone à côté de ma tasse. À 10 heures, toujours rien. Madame Thompson a frappé à midi avec un gâteau au chocolat. Nous nous sommes assises ensemble et elle a chanté joyeux anniversaire pendant que j'essayais de ne pas pleurer. Ta fille a appelé. Elle est occupée. Les fuseaux horaires. Madame Thompson a pincé les lèvres. À 17 heures, j'avais accepté qu'elle n'allait pas appeler. À 19 heures ce soir-là, je réchauffais de la soupe quand mon téléphone a vibré. Pas un appel, pas un texto. Une notification que Sarah avait posté quelque chose en ligne. Je l'ai ouvert. La photo montrait une belle maison, parquet, baie vitrée du sol au plafond, comptoir en marbre, Pacific Heights d'après la vue sur la baie en arrière-plan. J'ai fixé cette photo pendant un long moment. Jour de clôture. Elle venait d'acheter la maison de 3,2 millions de $. Il y a 2 semaines, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de liquidité, que tout était immobilisé dans des actifs illiquides et des investissements en actions, qu'elle ne pouvait pas accéder à 6 000 $ sans pénalité majeure, mais elle avait eu assez de liquidité pour ça. Pour un acompte d'au moins 600 000 $. Je me suis assise à ma table de cuisine. Elle avait menti. Pas sur le fait d'être occupée, pas sur le travail. Elle avait menti sur le fait de ne pas avoir l'argent. Elle l'avait eu. Elle l'avait juste dépensé pour une maison au lieu d'aider sa mère. Le post avait déjà des commentaires. Des amis la félicitaient. Des collègues demandaient une visite de la maison. Je les ai fait défiler, mon pouce bougeant automatiquement. Puis, avant de pouvoir m'arrêter, j'ai tapé un commentaire. Belle maison, ma chérie. Très fier de toi. Tu me manques. J'ai appuyé sur envoyer. Pendant quelques minutes, je me suis senti mieux, connecté, comme si peut-être elle le verrait et se souviendrait de mon anniversaire et appellerait. 1 heure plus tard, je suis retourné voir le post. Il avait disparu. Pas supprimé, archivé. Elle l'avait rendu privé, caché à toute personne ne figurant pas sur sa liste d'amis proches. Elle avait caché mon commentaire. Je suis resté très immobile. Elle avait acheté une maison de 3,2 millions de $ et posté à ce sujet le jour de mon 60e anniversaire. J'avais laissé un commentaire gentil. Et en moins d'1 heure, elle avait archivé le post pour que personne ne puisse voir qu'elle avait une mère qui laissait des commentaires. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait une capture d'écran, pas du post lui-même car je ne pouvais plus y accéder, mais de ma version mise en cache, la belle maison, la légende reconnaissante. Mon commentaire en dessous, belle maison, ma chérie. Très fier de toi. Tu me manques. Puis j'ai fait défiler mes messages en arrière et j'ai trouvé celui d'il y a 2 semaines. Celui où Sarah disait qu'elle n'avait pas de liquidité parce que tout était immobilisé dans des actifs illiquides. J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone. Celui étiqueté « Vérité ». J'ai ajouté les 2 captures d'écran. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai essayé de comprendre. Peut-être qu'elle avait archivé le post parce qu'elle se sentait gênée. Peut-être que ses collègues ne connaissaient pas ses origines et qu'elle protégeait son image professionnelle. Peut-être qu'elle avait prévu d'appeler plus tard et avait été occupée par le déménagement. Peut-être. J'ai continué à lui trouver des excuses. J'ai continué à trouver des moyens d'expliquer, de me convaincre qu'il y avait une explication raisonnable pour laquelle ma fille avait acheté une maison de 3 millions de $ 2 semaines après m'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se passer de 6 000 $ pour mes factures médicales. Je n'étais pas encore en colère. J'essayais encore de comprendre, croyant encore qu'il devait y avoir quelque chose que je manquais. J'ai continué à croire en elle jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a aidé à voir les choses clairement. 2 semaines après mon anniversaire, je suis entré dans une pièce qui a changé ma vie. J'avais vu le dépliant au centre pour personnes âgées où j'allais pour la physiothérapie. Mon poignet guérissait, le plâtre toujours en place. Le dépliant était épinglé sur un tableau d'affichage.
Groupe de soutien pour parents éloignés d'enfants adultes jeudi 18h. J'ai failli ne pas y aller. Le mot « éloigné » semblait trop permanent. Sarah et moi n'étions pas éloignés. Nous étions juste distantes. Elle était occupée. Mais le jeudi soir, je me suis retrouvé devant la salle 12. J'ai ouvert la porte. 8 personnes étaient assises en cercle, chaises pliantes, tasses de café en papier, un tableau blanc avec « Bienvenue » écrit au marqueur bleu. Ils avaient tous l'air fatigués mais normaux. Un homme plus jeune s'est levé et s'est approché. 45 ans peut-être. Cheveux noirs grisonnants, yeux gentils. Je suis Marcus et je dirige le groupe. Vous êtes nouvelle. Linda Morrison. Je ne suis pas sûr d'avoir ma place ici. Asseyez-vous. Écoutez. Voyez si ça vous convient. Je me suis assise entre une femme plus âgée et un homme d'environ 50 ans. Marcus est retourné à sa place. Nous étions juste en train de partager. Tom a hoché la tête. Mon fils s'est marié le mois dernier. Je l'ai appris par des photos en ligne. Je n'étais pas invité. La femme à côté de moi a suivi. Ma fille a eu un bébé. Je ne l'ai su que 3 mois plus tard. Je suis grand-mère et je n'ai jamais tenu ma petite fille. Histoire après histoire. Un père dont le fils le blâmait pour le divorce. Une mère dont la fille l'avait bloqué partout. Quand ce fut mon tour, je n'avais pas prévu de parler, mais Marcus m'a regardé et a dit, pas de pression, mais si vous voulez partager, nous sommes là. J'ai commencé à parler. Je leur ai parlé des prêts étudiants que Sarah croyait rembourser. De l'opération qu'elle ne pouvait pas gérer, des $6 000 qu'elle n'avait pas à cause d'actifs illiquides et de la maison de $3 millions qu'elle avait achetée quand même, de mon alliance, de l'anniversaire qu'elle avait oublié et du commentaire qu'elle avait caché. Quand j'ai fini, la pièce était silencieuse. Puis la grand-mère à côté de moi a serré ma bonne main. Tu n'imagines pas ça. Marcus s'est penché en avant. Linda, as-tu gardé des traces? J'ai hoché la tête. J'ai un dossier, des captures d'écran, des messages. Bien. Continue de faire ça. Les preuves sont ton encre. Quand les gens te disent que tu es trop sensible, quand ta fille réécrit l'histoire, quand tu commences à douter de toi-même, ces preuves te gardent ancré. C'est réel. C'est arrivé. Tu n'es pas folle. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas folle. Pendant 2 ans, je m'étais demandé si je demandais trop, si j'attendais trop, si je me souvenais mal. Continue de venir, a dit Marcus. Les jeudis à 18h. Tu n'es pas seul. J'ai commencé à y aller tous les jeudis. Marcus arrivait toujours tôt pour installer les chaises. Nous parlions avant le début du groupe. Il me demandait des nouvelles de mon poignet, de ma thérapie. Je lui demandais des nouvelles de son travail. Il m'a dit qu'il était devenu travailleur social parce que son propre père l'avait coupé les ponts il y a des années. Il comprenait. Marcus est devenu mon ami. Pas romantique. Il n'y a jamais rien eu de tel. Juste quelqu'un qui se présentait tous les jeudis. Quelqu'un qui validait ma réalité quand tout le monde disait que j'en demandais trop. Il était la première personne depuis des années qui me faisait sentir que je ne disparaissais pas. Fin octobre, mon téléphone a sonné avec le nom de Sarah à l'écran. Je n'arrivais presque pas à y croire. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis le texto sur les actifs illiquides début septembre. 2 mois de silence. Maman. Sa voix était vive. J'ai une nouvelle incroyable. J'ai gagné le prix de PDG de l'année, Tech Innovator Magazine. Il y a un gala à San Francisco le 15 novembre. Tenue de soirée, leader de l'industrie, presse. Je veux que tu sois là. J'ai un billet VIP pour toi. Mon souffle s'est coupé. Tu veux que je sois là? Bien sûr. Tu es ma mère. Je veux que tu vois ça. Tu viendras. J'ai dit oui avant même d'y penser. Après avoir raccroché, je suis resté avec mon téléphone pendant un long moment. Elle voulait que je sois là. Peut-être que les choses changeaient. Peut-être qu'on pouvait arranger ça. Cet après-midi-là, j'ai réservé un vol Philadelphie-San Francisco pour le 14 novembre. $380.
J'avais 400 $ sur mon compte chèque après avoir payé Madame Thompson et l'hôpital. Le lendemain, j'ai trouvé une robe, bleu marine, simple, 65 $ sur ma carte de crédit. J'ai dit à Marcus au groupe le jeudi. Il m'a regardé attentivement. Comment te sens-tu? Pleine d'espoir, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement, n'a rien dit d'autre. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée, manuscrite, mon nom écrit de l'écriture soignée de Sarah. Je l'ai ouverte dans ma cuisine. Maman, je dois te parler du gala. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en t'invitant. Cet événement est vraiment important pour ma carrière. Beaucoup de mes collègues et investisseurs seront là. Ils ne savent pas grand-chose de mes origines. J'ai bâti ma réputation comme quelqu'un de self-made, qui a surmonté les défis seul. Si tu es là, les gens poseront des questions sur ma famille, mon enfance. Cela complique le récit que j'ai construit. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas personnel. C'est professionnel. Je t'enverrai des photos après. Amour, Sarah. Je l'ai lu 2 fois. Elle ne voulait pas de moi là-bas parce que les gens poseraient des questions. Parce que je compliquais son récit de réussite personnelle. Parce qu'avoir une mère révélerait qu'elle ne l'avait pas fait seule. J'ai appelé la compagnie aérienne. Frais d'annulation, 150 $. Mon crédit de vol, 230 $, valable 1 an. Je ne l'utiliserai probablement jamais. J'ai rendu la robe, j'ai récupéré mes 65 $. Le 15 novembre est arrivé un mercredi. Je suis allé travailler, je suis rentré. À 19 h ce soir-là, alors que le gala commençait, j'ai fait de la soupe et je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. L'article de Forbes avait été mis en ligne cet après-midi-là. Sarah Morrison, la PDG autodidacte qui change la technologie. Il l'avait interviewée sur son parcours. Stanford, son ascension, sa philosophie de leadership. Vers la fin, une citation, « Je viens de rien. J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes études. J'ai bâti cette entreprise à partir de zéro sans aide, sans filet de sécurité. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Je viens de rien. » Je l'ai relu. J'ai regardé autour de mon appartement. L'appartement dans lequel j'avais emménagé après avoir vendu la maison pour couvrir les paiements de prêt de Stanford. La maison où je l'avais élevé seul, lui avait préparé le petit déjeuner tous les matins, l'avait aidé à faire ses devoirs tous les soirs, l'avait tenue quand elle avait peur. Je viens de rien. J'ai pensé aux 150 000 $ de prêt que j'avais signé, aux 32 000 $ que je payais encore à 60 ans, aux 600 $ par mois pendant 16 ans, au double quart de travail, à l'alliance, aux factures médicales que j'avais couvertes avec de l'argent emprunté. Je viens de rien. Je n'étais pas rien. J'étais sa mère. J'étais son tout. Pendant 30 ans, j'ai été celle qui s'est présentée, qui s'est sacrifiée, qui s'est assurée qu'elle n'ait jamais à lutter. Et elle m'a effacé. Pas oublié, pas négligé, effacé, délibérément. Elle a réécrit son histoire pour que je n'existe pas. Pour que tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai sacrifié, tout ce que j'étais, rien de tout cela ne compte. Je viens de rien. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assise dans le noir. Pour la première fois en 2 ans, je me suis laissé ressentir tout le poids de ce que ma fille avait fait. Elle ne m'avait pas seulement blessé, elle m'avait effacé. Après cette nuit-là, j'ai cessé d'attendre qu'elle change. 20 mois ont passé. J'ai 62 ans maintenant. Mon 61e anniversaire est venu et est reparti. Sarah a envoyé une carte cadeau Amazon, 50 $. Pas d'appel téléphonique. Je l'ai utilisé pour acheter du café et des piles. Sarah a appelé 2 fois au cours de ces 20 mois. Une fois pour des formulaires fiscaux, une fois pour une recette de rôti. Les 2 appels ont duré moins de 5 minutes. J'ai arrêté de l'appeler, arrêté d'envoyer des SMS, arrêté de vérifier son profil. Je me suis concentré sur ma propre vie à la place. Il y a 8 mois, j'ai emménagé dans une résidence pour personnes âgées, pas une maison de retraite, une vie indépendante, un petit studio, abordable, sûr. Madame Thompson m'a aidé à faire mes valises. Marcus a emprunté un camion. Le loyer était de 200 $ de moins qu'avant, ce qui signifiait que je pouvais rembourser intégralement Madame Thompson. J'ai rejoint un club de lecture.
8 femmes toutes âgées de plus de 60 ans se réunissant un mardi sur 2. Nous lisions des romans policiers, buvions du thé et devenions amis. J'ai commencé à faire du bénévolat au service pédiatrique de l'hôpital le mercredi, lisant pour des enfants effrayés et seuls. Et tous les jeudis, j'allais au groupe de soutien de Marcus. Tous les jeudis, nous prenions un café après. Il est devenu mon meilleur ami. Pas romantique, juste stable, là. Pour la première fois depuis des années, j'avais une vie qui n'était pas centrée sur Sarah. J'avais des routines, des amis, un but. Puis, il y a 6 mois, Sarah a cessé d'appeler complètement. Pas de carte cadeau d'anniversaire, rien. Jusqu'à hier, mon téléphone a sonné à 14 heures. Je lisais sur mon canapé. Maman. La voix de Sarah semblait différente, plus douce. Je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. Je suis resté très immobile. 24 semaines, 6 mois. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais les choses ont été compliquées. C'est à haut risque. J'ai un placenta prévia. Les médecins sont inquiets. Je suis au repos partiel au lit. J'ai attendu. J'ai besoin d'aide, maman. David voyage constamment. Ses parents ne peuvent pas venir. Je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de toi pour le reste de la grossesse. 4 mois. Tu es à la retraite. Tu as le temps. C'est ton petit enfant. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles se présentent quand leurs filles ont besoin d'elles. C'est ce que font les mères. J'ai regardé autour de mon studio. Les romans du club de lecture sur mon comptoir, le badge de bénévole de l'hôpital, la photo de Marcus et moi au restaurant, tous les deux riant. J'avais construit une vie, une petite vie, mais la mienne. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Je te rappellerai. Maman, j'ai vraiment besoin. Je te rappellerai. J'ai raccroché. Je suis resté assise longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le dossier étiqueté « Vérité ». Capture d'écran, post archivé, l'article de Forbes, 20 mois de preuves documentant exactement qui ma fille était devenue et ce qu'elle avait fait. Je les avais rassemblés, ne sachant pas trop pourquoi. Maintenant je savais. J'irai à San Francisco. Je m'assiérai à sa table. Je l'aiderai pendant sa grossesse si c'était ce dont elle avait besoin. Mais d'abord, je lui montrerai tout ce qu'il y avait dans ce dossier. Chaque mensonge, chaque effacement, chaque moment où elle m'avait fait sentir comme rien. Pas pour la punir, pas même pour lui faire présenter des excuses, mais pour me libérer, pour enfin dire à voix haute ce que j'avais eu trop peur de dire. Tu m'as blessé. Tu m'as utilisé. Tu m'as effacé. Et je mérite mieux. J'ai appelé Marcus, je lui ai parlé de l'appel, de ma décision. Tu es sûr? Je suis sûr. Il est temps. Je dirai à Sarah que je viendrai. Elle semblerait soulagée. Elle ne saurait pas ce que j'apportais vraiment. Pas de l'aide, la vérité. 800 $ dans mon portefeuille était le résultat de 6 mois d'économie. Chaque dollar de mon chèque de sécurité sociale. Le vol de Philadelphie à San Francisco a coûté 780 $. Marcus m'a envoyé un texto avant le décollage, va leur montrer la vérité. Je suis fier de toi. J'ai atterri à SFO juste après-midi. Pas d'Uber, pas de taxi. J'ai pris le bar jusqu'à la ville, puis j'ai pris un bus en direction de l'ouest vers Pacific Heights. Le trajet a été long. Mon genou me faisait mal. Mon poignet, guéri depuis des mois maintenant, me lançait encore quand je serrais la main courante trop fort. Le bus m'a déposé à 2 pâtés de maison de l'adresse de Sarah. J'ai marché lentement, traînant ma petite valise derrière moi. Le quartier ne ressemblait en rien au mien. De larges trottoirs, des arbres aux feuilles parfaites, des voitures qui coûtaient plus cher que tout mon immeuble. Et puis je l'ai vu. La maison était immense. 3 étages peints d'un blanc doux et brillant. Des portes en fer noir encadraient l'entrée. L'allée était pavée de pierres grises lisses. Les marches avant étaient en marbre. Je me suis tenu à la grille un instant, fixant. C'était là que ma fille vivait. J'ai appuyé sur la sonnette. Un moment plus tard, la porte s'est ouverte. Sarah est sortie sur le porche. Elle était enceinte de 6 mois maintenant,
son ventre rond et évident sous une robe en lin fluide. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait l'air radieuse. Maman. Elle a souri, descendant prudemment les marches. Tu as réussi. J'ai hoché la tête. J'ai réussi. Elle m'a serré dans ses bras, brièvement, prudemment. Puis elle a reculé et a fait un geste vers la maison. Viens, laisse-moi te faire visiter. À l'intérieur, tout brillait. Des sols en marbre, de hauts plafonds avec des moulures, un lustre dans l'entrée qui semblait appartenir à un musée. Le salon avait des bails vitrés donnant sur la ville. C'est l'étage principal, a dit Sarah en me guidant. La cuisine est par là. David l'a fait refaire l'année dernière. La cuisine était énorme. 2 îlots, un réfrigérateur à vin, des armoires qui s'étendaient jusqu'au plafond. Et ça, a-t-elle dit en ouvrant une porte du couloir, c'est la maison d'amis. Je me suis arrêté. La maison d'amis était plus grande que mon appartement. Elle avait une cuisine complète, une salle de bain avec une baignoire profonde, un lit queen avec des draps blancs impeccables, un coin salon avec une lampe de lecture. Tu resteras ici, a dit Sarah. C'est privé. Tu auras ton propre espace. J'ai posé ma valise. Je n'ai rien dit. Le dîner était à 19h. La table de la salle à manger pouvait accueillir 12 personnes. Ce soir, nous n'étions que 4. Sarah, David, Patricia, la mère de David, et moi. David était poli. Mi-quarantaine, parfaitement soigné, costume cher, même au dîner. Il travaillait dans la banque d'investissement. Il m'a posé des questions polies sur mon vol. Patricia était différente. Elle avait la fin de la soixantaine, portait des perles et un pull en cachemire. Elle souriait, mais ses yeux étaient froids. Elle ne demandait rien. Sarah m'a tendu un emploi du temps imprimé. J'ai fait ça pour toi, a-t-elle dit joyeusement. C'est juste un plan approximatif. Course, préparation des repas, me conduire au rendez-vous. Rien de trop intense. J'ai fixé le papier. Chaque jour était rempli. Matin, après-midi, soir. Elle me voit toujours comme un outil, ai-je pensé. Une aide pratique. Elle pense que j'ai volé 5000 km pour jouer à la femme de ménage non rémunérée après qu'elle m'a jeté. Elle pense que je suis venu ici pour la servir. J'ai regardé le visage de Sarah, brillant, dans l'attente, attendant que je dise merci. J'ai regardé David, poli, détaché, un homme qui n'avait aucune idée de qui était vraiment sa femme. J'ai regardé Patricia, froide, distante, une femme qui croyait à l'histoire que Sarah lui avait racontée. Laissez-la penser que je suis là pour aider, ai-je pensé. Laissez-les tous penser que la vérité sera tellement plus chère quand elle sera révélée devant les gens qu'elle essaie d'impressionner. J'ai posé l'emploi du temps. La table s'est tue. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. David a levé les yeux. Les yeux de Patricia se sont plissés. Sarah a cligné des yeux, son sourire toujours figé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé la question que je portais depuis 2 ans. Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? Le silence après ma question a semblé durer une éternité. Le sourire de Sarah a faibli. David a posé sa fourchette. Les yeux de Patricia allaient de moi à sa belle-fille. Je n'ai pas attendu de réponse. Es-tu venu me rendre visite quand j'ai été opéré, ai-je demandé. Sarah a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. M'as-tu rappelé quand je suis tombé et que je me suis cassé le poignet? Silence. Que as-tu dit quand je t'ai demandé $6000 pour couvrir mes frais médicaux? Le visage de Sarah a rougi. Maman, J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai posé sur la table. Laisse-moi te montrer quelque chose, ai-je dit doucement. J'ai ouvert le dossier. Celui que je construisais depuis 2 ans. Celui étiqueté, vérité. J'ai appris quelque chose d'un ami, ai-je dit. Il m'a dit que la vérité a besoin de preuves. Alors, chaque fois que Sarah mentait, chaque fois qu'elle cachait un post ou ignorait un message d'urgence, je faisais une capture d'écran. Je les ai enregistrés sur le cloud, pas pour la faire chanter, mais pour aujourd'hui, pour que personne ne puisse me traiter de vieille femme sénile ou de mère délirante. J'ai tourné l'écran vers eux. Ça, ai-je dit, c'est le texto que je t'ai envoyé le matin de mon opération,
6h45. Je t'ai dit que j'avais peur. J'ai balayé vers la capture d'écran suivante. C'est ta réponse 8 heures plus tard. 3 mots. La mâchoire de Sarah s'est serrée. J'étais en réunion. Je t'ai appelé 5 fois la nuit où je suis tombé, ai-je continué. 5 fois. Tu n'as pas répondu. Pas une seule fois. Voici les journaux d'appel. J'ai balayé à nouveau. Et ça, ai-je dit, c'est le message que tu as envoyé quand j'ai demandé de l'aide pour payer mes factures d'hôpital. Tu m'as dit que tes comptes étaient gelés pour la souscription de l'hypothèque. Tu m'as dit d'élaborer un plan de paiement avec l'hôpital. David s'est penché en avant, fronçant les sourcils. Sarah, j'ai vendu mon alliance, ai-je dit, ma voix stable maintenant. La bague que ton père m'a donnée il y a 30 ans. Je l'ai vendue pour $700, la dernière pièce dont j'avais besoin pour faire la compte. Ma voisine m'a prêté $2300 de plus. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Patricia a tendu la main vers mon téléphone. Je ne l'ai pas arrêté. Elle a fait défiler. Ses yeux se sont écarquillés. Sarah, a dit Patricia lentement, sa voix froide. Il y a un message ici où tu as dit à Linda que tu ne pouvais pas aider parce que tes comptes étaient gelés. Elle a balayé à nouveau. Et voici une photo d'un post sur les réseaux sociaux. Ton post sur la clôture de cette maison. 3,2 millions de dollars 2 semaines plus tard. Elle a levé les yeux vers Sarah, puis vers moi. Je ne comprends pas, a dit Patricia prudemment. Sarah nous a dit que vous souffriez de dépression sévère après la mort de Robert. Que vous étiez devenu instable. Elle a dit que vous aviez coupé tout contact avec elle, refusé toute aide et même interdit qu'elle vienne vous voir. Elle a dit que vous vouliez vivre vos dernières années dans l'isolement parce que vous en vouliez à son succès. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Le visage de David s'est vidé de sa couleur. Quoi? Mes mains ont commencé à trembler. Elle vous a dit que je lui avais interdit de venir? Oui, a dit Patricia, continuant à faire défiler mon téléphone. Elle a dit que vous lui reprochiez d'avoir refait sa vie, que vous étiez amer à propos de sa carrière. Amer. Ma voix s'est brisée. J'ai travaillé 2 emplois pendant 20 ans pour qu'elle puisse avoir une carrière. David s'est tourné vers Sarah, la voix tremblante. Tu m'as dit que ta mère t'avait coupé, qu'elle refusait de te voir. Ces messages, a dit Patricia doucement, viennent de Linda demandant de l'aide, demandant à Sarah d'appeler, de venir voir, des dates, des heures, des captures d'écran. Elle m'a regardé. Vous avez tout documenté. Je le devais, ai-je dit. Je savais que si jamais je la confrontais, elle dirait que j'étais confuse, émotive, instable. Alors, j'ai gardé chaque message, chaque appel ignoré, chaque mensonge. L'expression de Patricia a changé. Pas de chaleur, mais quelque chose proche de l'horreur. Sarah s'est levée, des larmes coulant sur son visage. C'était compliqué. Non, ai-je dit. Ce n'était pas compliqué. Je t'ai demandé de m'aider quand j'avais peur et que je souffrais. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas gérer ça. Je ne voulais pas dire. La voix de Sarah s'est brisée. Je me sentais juste honteuse. Honteuse, ai-je répété. Honteuse de quoi? De toi, a-t-elle crié. D'où je venais. De la mère qui a travaillé 2 emplois pendant 20 ans pour payer Stanford, ai-je dit. De la mère qui a vendu sa maison pour que tu puisses obtenir ton diplôme sans dette? De la mère qui a vendu son alliance pour payer des factures médicales que tu aurais pu couvrir avec une semaine de salaire? Le visage de Sarah s'est effondré. Je ne t'ai pas demandé de faire tout ça. Tu n'avais pas besoin de demander. Ma voix s'est élevée, tremblante. J'étais ta mère. C'est ce que font les mères. Les mots ont flotté dans l'air. Patricia a posé mon téléphone avec précaution. Elle n'est pas instable, a dit Patricia doucement. Elle est cohérente. Articulée. Elle a 2 ans de preuves, date, heure, capture d'écran, journaux d'appel. Elle s'est tournée vers Sarah. Mon Dieu, Sarah, a-t-elle chuchoté. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé Sarah. Je l'ai vraiment regardée. Et j'ai dit les mots qu'elle m'avait dit il y a 2 ans. Je ne peux pas gérer ça maintenant.
Son souffle s'est coupé. Elle les a reconnus. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Maman. La voix de Sarah s'est brisée derrière moi. Je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti de cette salle à manger, à travers le couloir étincelant, devant le lustre de l'entrée. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti, descendant les marches en marbre, franchissant les grilles en fer, sur le trottoir, et pour la première fois en 2 ans, ma poitrine ne s'est pas sentie serrée. Je pouvais respirer. Une semaine après mon départ de San Francisco, David a appelé. J'étais assise dans mon appartement à boire du café avec Marcus. Quand j'ai vu le nom de David à l'écran, j'ai hésité. Marcus a hoché la tête. Réponds. Je l'ai fait. Linda, a dit David, sa voix calme, tendue. Je dois te parler. D'accord. Sarah, elle pleure depuis des jours, a-t-il dit. Elle veut s'excuser. Elle veut t'expliquer. J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas prête. Je comprends, a-t-il dit. Il y a eu une longue pause. Mais j'ai besoin que tu saches que je ne savais rien de tout ça. Je sais. Elle m'a dit que tu étais instable, a continué David, sa voix se brisant légèrement. Que tu l'avais coupé après la mort de son père. Que tu en voulais à son succès. Je l'ai cru, Linda. J'ai cru chaque mot. Je n'ai rien dit. Je mets la maison en vente, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Tu vends la maison de Pacific Heights? Oui. Sa voix était ferme maintenant. Sarah a acheté cette maison avec de l'argent qu'elle a qualifié de self-made, de l'argent d'une carrière qu'elle a bâtie, disait-elle, sans aide, sans famille. Je me suis tenu dans cette salle à manger et je t'ai regardé nous montrer la preuve que tu as vendu ton alliance pour payer des factures médicales alors que nous concluions l'achat d'un manoir de 3 millions de dollars. Il a fait une pause. Je ne peux pas dormir dans une maison bâtie sur ce genre de trahison, Linda. Je ne peux pas me réveiller tous les matins dans un endroit qui a été acheté avec un succès qu'elle prétendait être le sien seul alors que tu remboursais ses prêts étudiants avec 600 $ par mois pendant 16 ans. Ma gorge s'est serrée. David. Elle m'a dit que tu étais morte, a-t-il dit, sa voix se brisant. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle m'a dit que tu étais morte quand elle était à l'université. Puis il y a 2 ans, elle a changé l'histoire. Elle a dit que tu étais vivante, mais instable, déprimée, que tu l'avais repoussée. Je ne l'ai pas fait, elle chuchotait. Je sais, a-t-il dit. J'ai vu le dossier. J'ai vu les messages. Tu n'étais pas celle qui repoussait qui que ce soit. Silence. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Merci. Sarah t'aime, a dit David doucement. Je le crois, mais elle vit dans un mensonge depuis si longtemps qu'elle a oublié à quoi ressemblait la vérité. Et j'ai épousé quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Je suis désolé, ai-je dit. Ne le sois pas, a-t-il dit. Tu ne m'as pas menti. Elle l'a fait. 3 semaines après mon départ de San Francisco, j'ai reçu un email. L'objet disait « Je suis désolé ». Je l'ai fixé pendant 10 minutes avant de l'ouvrir. L'email était long, des pages entières. Sarah s'excusait pour tout. L'opération, la chute, l'argent, l'article de Forbes, les mensonges qu'elle avait racontés à David et à sa famille. Elle a dit qu'elle avait eu honte de ses origines. Elle a dit qu'elle avait voulu être vue comme quelqu'un qui s'était fait tout seul. Elle a dit qu'elle avait eu tort. À la fin de l'email, elle a écrit « Maman, je veux rembourser le reste de tes prêts étudiants, les 32 000 $ en entier. J'aurais dû le faire il y a des années. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. » J'ai lu l'email 2 fois, puis j'ai répondu « Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. » 5 semaines après mon départ de San Francisco, mon téléphone s'est allumé à 3 heures du matin. Un texto de Sarah. Maman, je suis à l'hôpital. Le bébé arrive. C'est trop tôt. Un autre texto. 28 semaines. Ils font une césarienne d'urgence. J'ai peur. J'ai fixé l'écran. J'ai pensé au texto qu'elle m'avait envoyé 8 heures après que je lui ai dit que j'avais peur. Tu vas y arriver. 3 mots. Pas d'appel, pas de visite. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cherché des vols.
Le curseur a plané sur « Réservé maintenant ». Je suis resté assise là longtemps. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas répondu du tout. 8 heures plus tard, je me suis réveillé avec cet appel manqué et 12 messages textes. David, Sarah encore. Le bébé était né. Critique mais stable. 1,1 kg. Le dernier message de Sarah disait « S'il te plaît, maman, j'ai besoin de toi ». Je l'ai lu. Je l'ai relu. Puis j'ai répondu « Tu vas devoir traverser ça toute seule, Sarah ». Tout comme je l'ai fait. 28 semaines, 12 semaines trop tôt. La césarienne d'urgence a eu lieu pendant que David était à Tokyo, à 9 fuseaux horaires de là. Il n'est pas arrivé à temps. Le bébé était un garçon, 1,1 kg, si petit qu'il tenait dans la paume de la main de Sarah. Il était en unité de soins intensifs néonatales. Critique mais stable. C'est ce que le médecin a dit. Critique mais stable. David est revenu immédiatement. Il est resté les 2 premières semaines, a pris un congé d'urgence, a dormi dans la salle d'attente de l'hôpital, a tenu la main de Sarah pendant les longues nuits. Mais la 3e semaine, il a dû retourner à Tokyo. Une affaire sur laquelle il travaillait depuis des mois. Il ne pouvait pas la manquer. Sarah était seule. Les mises à jour arrivaient par SMS. Semaine 1, bébé toujours sous ventilateur, poumons sous-développés, stable. Semaine 2, passage du ventilateur au tube respiratoire, petite amélioration, toujours critique. Semaine 3, respire seul maintenant. Toujours en unité de soins intensifs néonatales, toujours en train de se battre. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Je les ai juste lus. J'ai attendu. Puis, la 3e semaine, un texto est arrivé à 2h47 du matin. J'étais réveillé. Je l'ai vu immédiatement. Maman, je suis à l'unité de soins intensifs néonatales depuis 12 heures aujourd'hui. J'ai appelé David 15 fois. Il a répondu 2 fois. Il est en réunion. Il ne peut pas partir. Je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie. Un autre message est arrivé. Je comprends enfin, maman. Je saisis enfin. Puis une photo. Un bébé minuscule. Si petit. Des fils partout. Des moniteurs qui bipent. Un tube à oxygène collé sur son visage. J'ai fixé l'écran. 2h47. L'heure exacte à laquelle Sarah m'avait répondu il y a 2 ans, 8 heures après que je lui ai dit que j'avais peur avant l'opération. Tu vas y arriver. 3 mots. Pas d'appel, pas de visite. Et maintenant, elle était là, seule dans un hôpital à 2h47 du matin, terrifiée, appelant à l'aide, et personne ne répondait. Un autre texto est arrivé. Je veux l'appeler Robert, comme papa, si ça te va. J'ai posé le téléphone. Robert, le nom de mon mari. L'homme dont j'avais vendu l'alliance pour payer des factures médicales que Sarah aurait pu couvrir en une semaine. J'ai pensé à cette bague, au prêteur sur gage, à l'homme derrière le comptoir qui m'avait tendu $700 en liquide. J'ai pensé au dossier sur mon téléphone, aux captures d'écran, aux preuves. J'ai pensé à la confrontation à cette table de salle à manger. Et j'ai pensé au bébé, Robert, un nom qui signifiait quelque chose, un nom qui portait du poids. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. 3 jours plus tard, j'ai répondu par SMS, Robert est un bon nom. J'ai attendu, puis j'ai tapé à nouveau, je viendrai vous voir quand il sera rentré de l'unité de soins intensifs néonatales, mais je viens pour lui, Sarah. Pas pour toi. Pas encore. La réponse est venue presque immédiatement. Je sais. Merci. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Marcus m'avait dit une fois que le pardon ne concernait pas l'autre personne. Il s'agissait de se libérer soi-même. Je n'étais pas sûr d'être prête à pardonner à Sarah, mais j'étais prête à rencontrer mon petit-fils. Et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant pour le moment. 8 semaines après sa naissance, Robert est enfin rentré de l'unité de soins intensifs néonatales. Marcus m'a conduite à la gare routière. Il m'a tendu un thermos de café et m'a serré dans ses bras avant que je ne monte à bord. « Tu vas y arriver », a-t-il dit. J'ai pris l'avion pour San Francisco. La nouvelle adresse de Sarah n'était pas à Pacific Heights.
Elle était dans le quartier Sunset. Une modeste maison de 3 chambres avec un petit jardin devant, une voiture familiale dans l'allée, des jouets en plastique sur le porche. Le contraste était frappant. Sarah a ouvert la porte. Elle avait l'air épuisée. Chignon en désordre, pas de maquillage, des cernes sous les yeux, un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt de Stanford. Maman. Sa voix s'est brisée. Tu es venue? J'ai dit que je le ferais. La maison était petite mais chaleureuse. Des couvertures de bébé sur le canapé, un chauffe-biberon sur le comptoir, de minuscules chaussettes sur le séchoir. Ça ressemblait à un foyer, pas à un musée. Il est ici, a dit Sarah en me guidant vers la chambre de bébé. La pièce était peinte en bleu doux. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux transparents. Robert était dans un berceau près de la fenêtre, en train de dormir. Il était si petit, 1,8 kg maintenant, en meilleure santé, pas de fils, pas de moniteur, juste un bébé. Sarah l'a pris avec précaution et s'est tournée vers moi. Tu veux le tenir? J'ai hoché la tête. Elle l'a placé dans mes bras. Il était chaud, léger comme une plume. Ses minuscules doigts se sont recroquevillés en un point. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. J'ai baissé les yeux sur son visage et j'ai senti quelque chose changer en moi, une fissure dans l'armure que je portais depuis 2 ans. Son nom complet est Robert Morrison Patterson, a dit Sarah doucement. Comme papa. J'aurais dû l'honorer il y a des années. J'aurais dû t'honorer il y a des années. J'ai tenu mon petit-fils pendant un long moment. Puis j'ai levé les yeux vers Sarah. Je suis ici pour lui, pas pour toi. Pas encore. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes, mais elle a hoché la tête. Je sais. Nous nous sommes assis dans le salon. Sarah a fait du thé et m'a tendu une tasse. Je suis en thérapie, a dit Sarah doucement. 2 fois par semaine, des séances individuelles, et David et moi faisons une thérapie de couple. Bien. C'est dur, a-t-elle admis, de parler de tout, de faire face à ce que j'ai fait, mais je dois le faire. Elle a tendu la main vers un dossier sur la table basse et en a sorti une feuille de papier imprimée. Ses mains tremblaient en me la tendant. J'ai posté ça sur LinkedIn il y a 2 semaines, a-t-elle dit. Plus de 50 000 personnes l'ont vu. J'ai déplié le papier et j'ai lu. J'ai réfléchi au mot self-made. Pendant des années, j'ai dit aux gens que je venais de rien, que j'avais tout construit seul. C'était un mensonge. Je ne me suis pas faite toute seule. J'ai été faite par ma mère. Elle a travaillé 2 emplois pendant 20 ans pour payer mes études. Elle a vendu sa maison pour que je puisse obtenir mon diplôme sans dette. Elle a vendu son alliance pour couvrir des factures médicales que j'aurais pu payer en 1 semaine. Et quand je suis devenu prospère, je l'ai effacée. J'ai dit aux gens qu'elle était instable. Je ne lui ai pas rendu visite quand elle a été opérée. J'ai refusé de l'aider quand elle avait le plus besoin de moi. Tout ce que j'ai, je le dois à son sacrifice. Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de la vérité. Je l'ai lu 2 fois. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas effacer ce qu'elle avait fait, mais c'était la vérité. La vérité publique, le genre qu'on ne pouvait pas reprendre. J'ai plié le papier et je l'ai mis dans mon sac à main. Elle m'a regardé. Je reconstruis ma vie, ai-je dit. Une vie qui ne tourne pas autour de toi. J'ai des amis. J'ai des routines. J'ai un club de lecture et un quart de bénévolat à l'hôpital et une chorale d'église. J'ai une identité qui n'est pas seulement ta mère. Et je n'abandonne pas ça. Je comprends, a chuchoté Sarah. Vraiment, ai-je demandé. Parce que pendant 30 ans, j'ai fait de toi mon monde entier. Et quand tu n'as plus eu besoin de moi, je n'avais plus rien. Je ne ferai plus ça. Pas pour toi. Pas pour personne. Les larmes de Sarah ont coulé. J'ai soutenu son regard pendant un long moment. Je serai là pour lui, ai-je dit. Mais nous faisons cela selon mes termes, pas les tiens. Visites mensuelles, appels hebdomadaires, et si jamais tu me mens encore, si jamais tu m'effaces encore, je pars pour de bon. Oui, a dit Sarah, sa voix se brisant. Je comprends. J'ai baissé les yeux sur Robert, dormant toujours dans mes bras, si petit, si innocent. Une chance de faire les choses différemment. J'ai tenu mon petit-fils un peu plus longtemps,
Et pour la première fois en 2 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer et tenir bon en même temps.